Bienvenue dans le Non-Stop sur BFM TV. Il est pile 16h. Bonjour Fanny. Bonjour Jérémy, bonjour à tous. L'actualité aujourd'hui, ce sont ces centaines de camions toujours bloqués sur la 36 dans le territoire de Belfort. Ce sont les conséquences des fortes chutes de neige de ces dernières heures. On sera en direct avec Pierre-Olivier Dantan sur place dans un instant. Prudence également dans les stations de montagne. 3 skieurs hors piste ont été tués hier dans des avalanches dans les Alpes. Le risque reste élevé dans les Alpes comme dans les Pyrénées. À suivre également la colère des agriculteurs. La mobilisation se poursuit. Des barrages filtrants sur le port du Havre. Les autoroutes A63 et A64 toujours bloquées dans le sud-ouest. Le monde agricole refuse l'accord de libre-échange avec les pays d'Amérique latine malgré le feu vert européen. La colère des médecins libéraux. 2500 spécialistes font route actuellement vers la Belgique. Un exil symbolique pour dénoncer la politique du gouvernement en matière de santé. Une semaine qui s'annonce compliquée avec des fermetures de blocs opératoires dans les cliniques privées. Et puis la répression sanglante en Iran. Près de 200 personnes tuées selon les ONG. Le président iranien accuse les États-Unis d'encourager ces émeutes. Washington se dit prêt à aider le peuple iranien. Donald Trump a passé en revue les dernières options, les différentes options militaires possibles contre le régime des mollahs. Décryptage dans un instant. Mais on commence donc cette édition avec l'alerte neige-verglas levée, certes dans l'est de la France, mais la galère continue sur la 36 dans le territoire de Belfort. On vous retrouve sur place, Pierre-Olivier Dantan. Il y a des centaines de camions qui restent bloqués actuellement sur l'autoroute. Absolument, Jérémy. Le comptage de la gendarmerie transmis à la préfecture fait état donc de 800 camions toujours bloqués sur la 36. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la préfecture avait bloqué depuis hier la circulation à ces camions. Elle n'a préféré pas prendre de risques à cause des conditions météorologiques, mais on l'a appris tout à l'heure aux alentours de 13h. Cet arrêté, il est levé. Ces camions, ils vont donc pouvoir repartir à partir de 22h. En fait, ces camions, ils sont stationnés tout le long. Bien comprendre, c'est qu'on est ici sur une zone qui est normalement prévue à ce genre d'événement, mais elle ne peut accueillir que 250 camions au maximum. Vous imaginez donc bien que cette zone a été élargie pour l'occasion. On a pu discuter avec des chauffeurs qui sont pour la plupart habitués à ce genre d'événement. On a aussi vu du personnel de la Croix-Rouge faire des maraudes auprès de ces chauffeurs pour s'assurer qu'ils ne manquent de rien, donner du thé, du café. Voilà ce qui se passe ici. On vous rappelle donc cette information, ces camions vont pouvoir repartir à partir de 22h, pas avant, car de manière générale, vous le saviez, les camions ne sont pas autorisés à circuler sur l'autoroute le dimanche. Merci beaucoup Pierre-Olivier Dantan depuis l'A36, donc dans le Doubs avec Nicolas de Rossi pour les images. Un week-end marqué également par des avalanches meurtrières. 3 skieurs qui faisaient du hors-piste ont trouvé la mort dans les Alpes. Reportage de Mathéo Rivière. 3 skieurs qui faisaient du hors-piste ont trouvé la mort dans les Alpes. Reportage de Mathéo Rivière. Ce week-end sur les pistes, attention, il y a danger. Météo France place une grande majorité des massifs français en alerte très élevée. Un risque d'avalanche de 4 sur 5. Le prévisionniste invite à la vigilance et rappelle qu'un drame peut vite arriver. Manteau neigeux instable, cela signifie qu'un seul skieur peut facilement déclencher des avalanches mobilisant des volumes de neige considérables. Mais alors comment expliquer une telle alerte ? Selon les spécialistes, les récentes conditions météorologiques favorisent les coulées de neige. Récent exemple, hier, dans 3 stations différentes. On a eu de la neige très tôt dans l'hiver et puis après on a eu un mois de décembre qui a été très sec avec du froid, donc vraiment des conditions particulières, et là-dessus est venu s'empiler ces derniers jours. On est presque à 1 mètre de cumul ici avec beaucoup de vent, donc c'est des conditions qui sont très particulières. Pour vous prémunir de tout danger, le meilleur conseil reste d'éviter le hors-piste. Mais si vous avez tout de même prévu d'explorer en dehors des sentiers, voici 3 conseils à appliquer. Préparer les itinéraires, c'est-à-dire étudier sur les cartes quels sont les itinéraires qui sont fréquentables et qui contournent les pentes à plus de 30 degrés, se renseigner sur les conditions qui sont dans ce secteur-là, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des antécédents d'avalanche, est-ce qu'il y a des observables qui ont pu être notifiés, et puis surtout s'équiper. Le triptyque DVA, le détecteur de victimes d'avalanche, l'appel et la sonde sont les seuls outils qui vont permettre l'autosauvetage en cas de problème. En 2025, 21 personnes ont perdu la vie dans les montagnes françaises, emportées par une avalanche. Et Éléonore Bocara nous a rejoint sur ce plateau. Éléonore, on voit les risques sont forts. Comment expliquer un tel risque d'avalanche actuellement ? C'est très simple. On a l'ex-tempête Goretti qui a provoqué tout simplement de très fortes chutes de neige. Si on peut regarder sur cette infographie, ce qui est tombé en seulement 24 heures entre vendredi et samedi, on a
une cinquantaine de centimètres quasiment sur les Vosges ou sur les Alpes par endroits, et même presque 1 mètre qui est tombé du côté des Pyrénées, de sacrées chutes de neige. Et en plus de cela, avec du vent. Ça génère ce qu'on appelle des plaques à vent. De la neige fraîche qui est tout simplement soufflée sur des versants qui n'étaient pas exposés au vent, et donc elle est très fragile. Et là, il suffit, peut-être même spontanément, elle peut se déclencher, mais aussi du passage d'un skieur pour le faire. Et on sait qu'avec le retour du soleil aussi, notamment sur ces régions, on est tenté de chausser les skis, d'y aller. Et donc, c'est pour ça aussi qu'on craint ce fort risque d'avalanche qui est donc très élevé à la fois aujourd'hui, qui le sera encore aussi demain. Aujourd'hui, Vosges, Alpes, Massif central, Pyrénées. Et demain, ça concernera encore le Massif central, les Vosges et la Savoie. Justement, vous le disiez, Éléonore, parce que les températures justement vont se radoucir aussi. Ah oui, on a une flèche rouge qui remonte. Eh bien, maintenant, place à cette animation des températures qui va vous réjouir. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu du rouge sur cette animation, et donc on était en dessous des normales de saison. On va repasser au-dessus. Les températures prévues demain après-midi, 2 chiffres. Ça fait plaisir de voir des températures à 2 chiffres. Et regardez, ça va monter très vite entre aujourd'hui et demain. On gagne 8 degrés par exemple à Paris, 8 degrés également à Lille. Et donc voilà, des températures avec une douceur qui va se maintenir déjà tout au long de la semaine. Merci Éléonore. Dans l'actualité de ce dimanche, la colère agricole et des actions toujours en cours, et ce malgré les annonces du gouvernement et la lettre du Premier ministre aux syndicats agricoles. Vous voyez, des barrages filtrants sont organisés aujourd'hui sur le port du Havre. Les manifestants contrôlent les camions pour dénoncer l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Des actions menées un peu partout en France, et sur l'A64 au sud de Toulouse, le blocage est maintenu par des dizaines d'agriculteurs. Même chose aussi sur l'A63 du côté du Pays Basque, où des agriculteurs restent mobilisés. Sur place, Tanguy Tricouard et Marion Rossel. Oui, ici c'est un petit peu la convergence des luttes, si vous me passez. Donc sur la 63, à la sortie de Bayonne, et ce blocage il est en place depuis maintenant quelques jours, depuis les premières heures de vendredi matin. Et aujourd'hui, ces ultras de l'A63 ont été rejoints par les ultras de l'A64 qui eux bloquent du côté de Carbone, c'est près de Toulouse, depuis plusieurs semaines maintenant. Et Jérôme Bail, qui est l'une des figures de ce mouvement. Vous êtes venu aujourd'hui soutenir vos collègues agriculteurs. Pourquoi c'était important? Est-ce que c'est la convergence des luttes? Ouais, la convergence des luttes, je ne sais pas si on peut dire ça, en tout cas c'est la même lutte, puisque nous sommes tous agriculteurs, nous sommes aussi liés maintenant par une charte de partenariat entre les ultras de la 64, les ultras de la 63 et les ultras de la 51 en Isère, et les petits ultras qui vont naître un peu partout, puisqu'il y a beaucoup de demandes. Voilà, on est là pour être solidaires, pour fédérer et amener un peu de baume au cœur à tous ces gens-là qui sont là depuis quelques jours et qui, je pense, vont repartir dans un marathon comme nous on le fait nous. Alors justement, depuis 30 jours. Alors justement, il y a la 63, la 64, vous évoquez d'autres blocages. Est-ce que ça peut tenir? Là, ça s'inscrit dans la durée. Est-ce que vous êtes prêts à rester? Oui, on est prêts à rester, on est déterminés. Nous, les annonces qu'il y a eu de la ministre de l'Agriculture, surtout celles de la ministre de l'Agriculture, partent de bonnes intentions. Mais par contre, celle de la ministre de l'économie, un peu moins, puisqu'elle met de suite toute la classe politique en porte-à-faux en disant toutes les mesures qu'on propose seront validées que si vous votez le budget. Donc en fait, ils mettent le couteau sous la gorge à tous les députés français. Est-ce que c'est pour sauver leur tête? Je crois bien que oui. Et en fait, de monde agricole, on ne sert plus de monnaie d'échange parce que ça suffit. Nous, on veut des mesures concrètes. S'ils avaient vraiment voulu faire des mesures concrètes sans mettre en jeu leur tête, ils les auraient fait depuis le 30 jours qu'on bloque l'autoroute et qu'il y a des mouvements agricoles. Voilà. Et là, j'apprends que la FNSEA veut aller bloquer Paris mercredi. On verra s'il y a 2 poids 2 mesures avec les autres classes syndicales ou simplement avec tous les agriculteurs. Merci beaucoup Jérôme Bail, vous l'avez entendu. La détermination ici, elle demeure intacte. D'autres mouvements sont même prévus ici. Alors, les ultras de la 63 ont été reçus hier par le préfet sans réponse satisfaisante selon eux. Alors, il n'est pas question de lever le camp. On en vient à l'enquête sur le drame de Crans-Montana. Vous le savez, le propriétaire du bar est en détention depuis vendredi. Marie Roux, vous êtes à Sion, en Suisse, pour BFM TV. Jacques Moretti, qui doit être à nouveau présenté prochainement à la justice. Oui, effectivement, théoriquement, Jacques Moretti devrait être présenté sous 48 heures après son incarcération devant le tribunal des mesures de contrainte. À ce stade, il n'est pas certain qu'une audience ait lieu. Jacques Moretti, qui a donc été incarcéré vendredi après-midi après une audition qui a duré plus de 6 heures. Le ministère public a estimé qu'il y avait un réel risque de fuite au regard de ses déclarations, de son parcours et de sa situation en Suisse comme à l'étranger. Actuellement, le magistrat du tribunal des mesures de contrainte, c'est l'équivalent en France du juge de la détention et de la
la liberté examine la situation de Jacques Moretti et doit statuer sur son maintien en détention ou sur la mise en place de mesures substantielles, c'est-à-dire le port d'un bracelet électronique ou encore l'interdiction de quitter le territoire suisse. Selon nos informations, cette procédure pourrait se dérouler sans audience, notamment si Jacques Moretti accepte son placement en détention. Si c'est le cas, cette détention, elle peut durer jusqu'à 3 mois avant un nouvel examen à l'issue de ce délai. En revanche, Jacques Moretti, s'il présente les garanties nécessaires à la justice suisse, il pourrait ressortir libre dans l'attente de son procès. Sa femme, Jessica Moretti, elle est ressortie libre vendredi après-midi après son audition. Le ministère public a estimé que le risque de fuite était moindre au regard de sa situation familiale, notamment avec ses 2 enfants en bas âge. Tous les deux, Jessica et Jacques Moretti, sont mis en cause pour homicide, lésion corporelle, incendie par négligence. Ils encourent une peine maximale de prison de 4 ans et demi, car en Suisse, les peines sont cumulables, contrairement à chez nous. Merci beaucoup Marie Roux en direct de Sion en Suisse avec Willem Gay pour les images. 16h11 dans l'actualité, on parle également de cette opération Bruxelles. C'est le nom en tout cas que donnent ces médecins spécialistes qui sont en partance pour Bruxelles. Ils sont près de 2000 chirurgiens, anesthésistes ou encore gynécologues obstétriciens. Un convoi de plusieurs dizaines de cars, 90 probablement, pour dénoncer cette politique du gouvernement. Un exil symbolique qui durera 5 jours en Belgique. Et nous sommes en ligne avec le docteur Philippe Cuc. Bonjour, merci d'être en direct sur BFM TV. Vous êtes président de l'Union des chirurgiens de France. Quelles sont vos principales revendications ? Bonjour, on est dans le bus en direction de Bruxelles. Avec nos confrères, on est près de 2000 gynécologues, obstétriciens, anesthésistes et chirurgiens. Cet exil, c'est un peu dans le mouvement de la médecine libérale et en réaction au projet de loi de financement de la sécurité sociale qui beaucoup d'articles qui menacent l'exercice libéral, beaucoup d'articles qui menacent l'exercice libéral et par là même qui menacent l'accès aux soins pour tous les Français. Concrètement, quelles mesures vous dénoncez ? On défend essentiellement la mesure qui gêne beaucoup, puisque vous savez que les rapports entre l'assurance maladie obligatoire et les médecins libéraux sont régis par une convention médicale que nous signons tous les 5 ans. La loi aujourd'hui intervient au-dessus de cette convention et met en difficulté toutes les relations que nous avons avec l'assurance maladie. Alors pourquoi est-ce que vous avez choisi de vous exiler symboliquement vers Bruxelles ? Pourquoi vous ne continuez pas la grève comme elle a été commencée depuis le début, depuis plusieurs jours maintenant ? Pourquoi ? Parce que premièrement, cet exil symbolique, ça veut démontrer quand même le rôle que nous avons aujourd'hui dans le paysage, dans le système de santé français. Nous opérons aujourd'hui 60% de la population française. Nous avons un rôle indiscutable dans l'accès aux soins pour tous les patients sur tous les territoires. Et en démontrant l'exil, ça a montré le rôle symbolique, bien sûr, le rôle que nous avions pour l'accès aux soins pour tous les patients. Ensuite, Bruxelles, pour des raisons matérielles, c'était la proximité de la France, l'organisation matérielle aussi. Et puis Bruxelles, c'est pas Ibiza, il pleut à Bruxelles, il fait pas beau, et on va travailler. Alors la semaine prochaine va être marquée par des débrayages, notamment dans des cliniques privées. Est-ce que vous avez une idée de l'ampleur du mouvement, du nombre d'opérations qui seront annulées ou reportées en raison de ce mouvement ? Oui. Lundi, mardi, mercredi. 3 jours où les blocs opératoires vont être fermés dans les cliniques. Il y a à peu près 100 000 interventions qui vont être annulées et déplacées, repoussées. Bien entendu, la continuité des soins des patients qui sont hospitalisés est assurée et bien entendu, les urgences vitales sont transférées à l'hôpital public. Avec donc un report qui va être important sur l'hôpital public dans les urgences qui sont déjà saturées avec cette période notamment de grippe. Comment est-ce que vous disiez que vous alliez travailler aussi à Bruxelles ? Vous allez faire quoi concrètement ? On va travailler entre nous. C'est la première fois qu'on se retrouve comme ça à plus de 2000. L'équipe opératoire, anesthésiste, chirurgien, gynéco-obstétricien, tous les jours on est au bloc opératoire avec les patients. Là, c'est une rencontre un peu je dirais, théorique, avec un travail un peu intellectuel sur des propositions qu'on remettra au Premier ministre. 10 propositions qui font un peu, qui vont être des contre-propositions en octobre sur les dépassements d'honoraires.
Merci beaucoup Philippe Cluck d'avoir été en direct sur BFM TV. La politique et le casse-tête du budget de retour à l'Assemblée nationale, ce sera dès mardi prochain avec l'ombre du 49.3 qui plane pour adopter ce projet de loi de finances. Marie Chantrey nous a rejoint. Marie, de plus en plus de voix, aussi bien d'ailleurs à droite qu'à gauche, réclament justement l'utilisation de cette arme constitutionnelle pour faire passer le budget sans vote à l'Assemblée. Oui, en effet, avec cette question, serait-ce finalement le retour en grâce de ce mal-aimé 49.3 parce qu'on est très très loin d'un accord qui puisse permettre un vote la semaine prochaine. On l'a appris il y a seulement une heure, une réunion de la dernière chance a lieu demain à Bercy autour notamment de la ministre des Comptes publics avec les groupes parlementaires, sauf le RN, sauf la France Insoumise, qui ne sont pas conviés encore une fois. Mais pourquoi faire ? On doute vraiment que cela puisse aboutir. C'est un peu passé sous les radars également. Ce week-end, la commission des finances a rejeté ce budget. Démonstration une nouvelle fois que chaque groupe politique continue de camper sur ses positions. Alors, en effet, pourquoi ne pas appuyer sur le bouton du 49.3 ? Alors, c'est certes le symbole ultime du passage en force, auquel Sébastien Lecornu a lui-même renoncé au début à Matignon, notamment pour toper avec le Parti socialiste. Mais là, et vous en parliez aussi, tout le monde le réclame. Car voter un budget, c'est s'inscrire dans la majorité. Et pour beaucoup, c'est non merci. Avec un 49.3, on peut très bien s'abstenir sur la motion de censure qui suivrait. Et par défaut, le texte finit donc par être adopté. C'est spectaculaire, en effet, de voir à quel point cette option fait consensus chez des personnalités que tout oppose. Je vous propose d'écouter notamment François Hollande et également Michel Barnier, PS et Républicains. Et en matière de 49.3, ils savent de quoi ils parlent. Je sais que ce n'est pas une procédure qui est particulièrement enthousiasmante, mais il se trouve là, dans la situation dans laquelle on est, quelle est la seule procédure qui permet démocratiquement de faire adopter le budget. Moi, je pense qu'il ne peut pas faire autrement que de déclencher le 49.3. D'ailleurs, je n'ai pas tellement compris pourquoi, dès le début de son mandat, il avait annoncé à l'avance qu'il n'utiliserait pas le 49.3. Alors les débats, vous en parliez également, reprennent dans l'hémicycle ce mardi. Si à Matignon, on dit et on redit que rien n'est tranché, dans le gouvernement quand même, la sémantique évolue ces derniers jours. Amélie de Montchalin le disait encore cette semaine. Sur la méthode, elle n'exclut rien qui puisse donner à la fin un budget aux Français. Un conseiller gouvernemental me disait il y a à peine une heure, il va falloir un budget avant fin janvier. Le comment ? Ça reste à voir. Une semaine plein de rebondissements à venir donc au niveau politique. Ce sera à suivre avec vous. Marie. Merci Marie. À 16h17 dans l'actualité à l'étranger, à présent, cette répression sanglante à huis clos. 192 morts au moins en Iran des 15 derniers jours, selon une ONG. Une centaine de membres des forces de sécurité ont également été tués. Le régime tente de faire face à cette révolte populaire qui s'est propagée à tout le pays. Regardez ce reportage d'Agathe Albi. Dans la nuit de Téhéran, des voitures incendiées transforment les rues en véritables brasiers. La contestation du régime iranien actuel persiste, en dépit d'une répression brutale qui s'intensifie. Étant donné que nous considérons la situation comme des émeutes, notre réponse sera ferme, rapide et ciblée contre les émeutiers. Les manifestants doivent savoir qu'ils sont utilisés comme des appâts, ce qui peut conduire à leur mort. Malgré la coupure totale d'Internet imposée par l'État, des images continuent de circuler, comme cette vidéo d'une mosquée en flammes, image symbolique d'une contestation qui cible directement le pouvoir religieux. Dans les rues, un appel résonne, celui du fils de l'ancien Shah, invitant à maintenir la mobilisation. Ne quittez pas les rues. Mon cœur est avec vous. Je sais que je serai bientôt à vos côtés. Sur son réseau social, le président des États-Unis affiche à son tour son soutien aux manifestants. L'Iran aspire à la liberté, peut-être comme jamais auparavant. Les États-Unis... Un message perçu comme une provocation par le régime en place, qui accuse Donald Trump d'attiser des émeutes. Les États-Unis et Israël sont là, donnant des instructions à ces gens, leur disant « Allez-y, nous vous soutenons ». Ceux-là même qui ont frappé ce pays et tué nos jeunes et nos enfants leur donnent maintenant des ordres, leur disant « Faites ce travail, nous sommes avec vous. Allez commettre des actes de sabotage et nous vous soutiendrons dans l'ombre ». Le mouvement dépasse désormais les frontières. À Londres, un manifestant a osé un symbole fort en escaladant l'ambassade iranienne pour remplacer le drapeau du régime actuel par celui de l'ancien régime monarchique.
Le régime iranien qui se retrouve donc sous une double pression, à la fois une pression populaire mais aussi militaire. Les États-Unis se disent prêts à intervenir. Axel Monnier, vous êtes en direct de Washington. Donald Trump a passé en revue les différentes options militaires possibles. Oui, effectivement, il s'est vu présenter différentes options, y compris la possibilité de frapper des sites militaires iraniens. La dernière fois, lorsqu'il avait frappé pour soutenir Israël, c'était en juillet 2025 et il avait choisi de frapper des sites nucléaires. Cette fois, l'option privilégiée, ce serait des sites militaires, mais pour l'instant, rien n'est décidé. Le président américain n'a pas pris sa décision pour 3 raisons. D'abord, parce qu'il n'y a pas de consensus au sein de son administration. Certains conseillers lui conseillent de ne pas y aller puisque cela pourrait entraîner les États-Unis dans une spirale de guerre dont ils ne veulent pas. La deuxième raison, c'est que le commandement militaire états-unien qui se trouve dans la région estime que les États-Unis ne sont pas prêts d'abord à mener ces frappes, mais surtout à subir les représailles éventuelles de l'Iran. Il faut qu'ils aient du temps pour se préparer. Et la troisième raison, c'est la crainte que ce soit contre-productif. Vous savez, le régime utilise depuis de très nombreuses années l'idée que les Américains soutiennent ces manifestations comme le signe que ces manifestations sont soutenues, voire payées par les Américains. Et effectivement, cela pourrait entraîner un contre-feu et un retour de soutien pour le régime. Alors Donald Trump n'a pas pris sa décision, mais ça ne veut pas dire que cette possibilité n'est pas concrète. La preuve, Marco Rubio, son secrétaire d'État, a évoqué les contours d'une possible frappe contre l'Iran avec Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien, lors d'un coup de téléphone hier, samedi, ici depuis Washington. Bref, la politique de Donald Trump commence à être de plus en plus internationale avec une seule règle, la sienne. Merci Axel Monnier en direct de Washington pour BFM TV. Donc pour cette prise de position américaine sur la question. En France, c'est un rassemblement de soutien qui a également lieu, soutien au peuple iranien. Ça se tient à Paris, place Victor Hugo cet après-midi. C'est là qu'on vous retrouve Capucine Diaz avec ces manifestants qui dénoncent donc la répression en cours dans le pays. Oui, c'est ça, des centaines de personnes sont ici pour manifester leur soutien au peuple iranien. Le peuple iranien qui est dans les rues depuis plusieurs jours et qui est réprimé par les autorités. Aujourd'hui, je suis avec Amir. Amir, vous êtes franco-iranien. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui ? Tout simplement, nous sommes venus pour apporter notre soutien au peuple iranien qui se fait actuellement massacrer dans les rues de villes à travers l'Iran. Vous me disiez, vous avez de la famille en Iran, vous n'avez donc pas de nouvelles d'eux? Absolument. En fait, c'est complètement monstrueux ce que ce régime il fait, c'est-à-dire tout simplement plus de 60 heures à couper l'Internet de tout un pays. Et ce qui est, on ne peut même pas imaginer, dans le 21e siècle, on pourra en fait se faire couper de cette manière-là. Et nous sommes complètement en fait sans nouvelles de la famille, des amis en Iran, dans le pays. On voit beaucoup de photos de Reza Pahlavi. Les Iraniens souhaitent son retour au pouvoir? En fait, au moins ce qu'on entend par les slogans qui sont scandés dans les rues à travers l'Iran, c'est tout simplement, ça c'est compréhensible aussi, parce que c'est le seul, disons, figure fédérateur qui actuellement existe, bien qu'en fait il a promis à son retour au pouvoir aussi, en fait ça se fait, ce qu'on le souhaite, d'apporter la démocratie et la liberté privée au pays. Merci beaucoup Amir. Cela fait donc plus de 60 heures que les Iraniens n'ont plus accès à Internet. Le réseau a été coupé par les autorités. Merci Capucine Diaz dans le cortège avec Simon Pires. 16h23, une bouffée d'air à présent avec notre chronique patrimoine, direction les Alpes de Haute-Provence. La citadelle de Sisteron a traversé les siècles entre Provence et montagne. C'est un monument unique que nous font découvrir tout de suite Adrien Chazal et Ariane Limousin. Perchée sur un rocher à 500 mètres d'altitude, la citadelle de Sisteron domine les Alpes de Haute-Provence. Ici, près de 8 siècles d'histoire se racontent sur 10 hectares. Waouh, regardez! Le pont-levis s'abaisse et c'est le seul en état de fonctionnement ici à la citadelle. Oui, tout à fait. Il date de 1860. On est sur un pont-levis en zigzag parce que ses bras de manœuvre forment un Z et par un jeu de balancier, il se referme.
Et les deux techniques qui ont été utilisées par des artisans locaux pour sa reconstruction sont le rivetage à chaud comme pour la tour Eiffel et le martelage au feu. Avec sa silhouette unique, la citadelle ne fait qu'un avec le roc. Mais quelle est son histoire? Son histoire débute dès le médiéval, avec le donjon et le chemin de ronde datant du XIIe, XIIIe siècle. Et le XVIe siècle arrive Henri IV qui demande donc d'imaginer une citadelle ici. Vauban arrive au XVIIe siècle. Une poudrière et un puits. La citadelle après perd sa fonction militaire vers le 18e. Elle devient prison et ensuite, donc la ville en 1928 rachète la citadelle. D'ici, on a une vue spectaculaire sur la Durance, Sisteron et puis les montagnes. On est entre Méditerranée et les Alpes. Cette porte de Provence est dans une cluche, un espace étroit entre deux roches. C'est vraiment un point stratégique dès l'Antiquité. Les bâtisseurs ont réussi à s'adapter à leur environnement. Et la citadelle regorge d'éléments architecturaux très impressionnant comme ce chemin de ronde. C'est l'élément le plus ancien qu'on a ici à la citadelle qui date du XIIIe siècle. Et il a été élargi au XVIIe siècle. Et donc ici, à Sisteron et dans la citadelle, on a eu des grands noms historiques qui sont venus. François Ier, Bayard, Napoléon et également Henri IV. Et nous voici à l'intérieur de la chapelle Notre-Dame du Château qui semble suspendue au-dessus du vide. Elle a été construite au XVe siècle, donc directement dans la roche, avec un style gothique et qui contraste vraiment avec les vitraux qu'on a ici réalisés par Claude Courage. Cette chapelle a très rapidement perdu sa fonction religieuse. Fin 16e, elle est devenue ensuite les logements des lieutenants du roi, dortoir et prison. Malheureusement, elle a été détruite en 1944 lors du bombardement en Provence. Et un peu plus loin, nous avons ce qui s'appelle la guérite du diable suspendue au-dessus de la Durance. Tout à fait, elle doit son nom à une légende selon laquelle seul le diable aurait pu aider à la bâtir. La citadelle abrite également un escalier souterrain de 258 marches, creusé à même le roc par les prisonniers. Tout à fait, sa longueur est équivalente à un étage de la tour Eiffel. La citadelle abrite aussi une poudrière construite sur les plans de Vauban qui permettait de stocker la poudre à canon. Et ici, au pied de la citadelle, le théâtre de verdure accueille chaque été le festival des nuits de la citadelle, mêlant danse, théâtre et musique, de quoi en avoir plein les yeux grâce à ce cadre naturel, spectaculaire, tout autant que ce cadre historique derrière moi. La météo. Installez-vous confortablement pour regarder la météo avec Maison XXL, mobilier design et décoration. Votre météo avec le coin du LMNP.fr. Investissement immobilier clé en main et pour tous les budgets. Le coin du LMNP.fr. La météo avec paruvendu.fr. Sur paruvendu.fr, achetez et vendez votre véhicule d'occasion près de chez vous. On n'est pas là pour vous jouer de la flûte. Regardez plutôt la météo avec un vrai expert en canalisation. La compagnie des déboucheurs. Après les fortes chutes de neige de ces derniers jours, le manteau neigeux est encore instable. Soyez donc extrêmement prudents. Le risque d'avalanche est très élevé tout au long de la journée. Instable, soyez donc extrêmement prudents. Le risque d'avalanche est très élevé tout au long de la journée. Pour les Vosges, les Alpes, le Massif central ou encore les Pyrénées, la grisaille persiste au nord-est du pays. Une nouvelle perturbation arrive par la pointe bretonne, mais c'est bien ensoleillé, notamment pour ce quart sud-est. Du côté des températures, c'est encore un peu frais, mais ça va très bientôt changer. 2 degrés au nord-est du pays, 4 à Paris ou à Lyon, 10 degrés à Bordeaux, 15 degrés à Perpignan. Et demain, donc, changement d'ambiance puisqu'on va basculer dans un flux de sud. Nous retrouvons notre perturbation qui gagne du terrain et qui va bien toucher la moitié nord du territoire, du moins en matinée, avec des pluies parfois soutenues. Ce sera notamment le cas au sud de la Bretagne. Et puis attention vraiment au lever du jour, en fin de nuit. Les sols sont encore gelés au nord-est du pays. Il y a donc un important risque de verglas. Pour la moitié sud, ce sera un simple voile nuageux. Attention encore une fois au risque d'avalanche. Il sera encore présent sur le Massif central, la Savoie ou encore les Vosges. Dans l'après-midi, ce flux de sud avec les rafales de vent qui y sont associées va repousser progressivement cette perturbation et donc ça devrait s'améliorer en cours de journée en direction de l'Île-de-France. Le flux de sud fait aussi remonter de l'humidité de Méditerranée. Pour les températures, eh bien, ça va vraiment s'améliorer. C'est la douceur qui fait son retour. On va repasser au-dessus des normales de saison. Au lever du jour, 11 degrés à Rennes, 6 à Paris, 4 degrés à Perpignan, 11 pour le Pays Basque. Et dans l'après-midi, là, on va avoir des températures plus agréables, des températures à 2 chiffres. Ça fait du bien. 10 degrés à Lille, 12 à Paris, jusqu'à 18 degrés du côté de Biarritz.
C'était la météo avec Maison XXL, mobilier design et décoration. C'était votre météo avec le coin du LMNP.fr. Investissement immobilier clé en main et pour tous les budgets. Le coin du LMNP.fr. C'était la météo avec près de chez vous. On n'était pas venu vous faire des claquettes. C'était la météo avec un vrai expert en canalisation. La compagnie des déboucheurs. Bientôt 16h30 à la une de BFM Non-Stop, Port du Havre, A63 dans le Pays Basque, malgré les promesses de la ministre de l'Agriculture ou encore le courrier du Premier ministre. Les agriculteurs poursuivent leur blocage. Ils dénoncent encore et toujours l'accord prochain probable entre l'UE et les pays du Mercosur. Chloé Giraud est au Havre. Nous la retrouverons dans un instant aux côtés des manifestants. Le bilan s'alourdit dans les Alpes. On compte désormais 5 morts dans plusieurs avalanches depuis hier. Le risque est fort, de niveau 4 sur 5. Le manteau neigeux est extrêmement instable. Les recommandations des professionnels de la montagne dans ce journal. Les propriétaires du Constellation à Crans-Montana bientôt fixés sur leur sort. La justice suisse doit préciser dans les prochaines heures les mesures coercitives retenues contre eux. Dans l'attente d'un procès, les détails dans quelques instants. Et puis en Iran, les manifestations contre le régime des mollahs embrasent tout le pays. La répression est féroce. Près de 200 protestataires sont morts. Les États-Unis et Israël apportent leur soutien au peuple iranien. Décryptage dans cette édition. Ils ont investi le port du Havre en Seine-Maritime hier. Une centaine d'agriculteurs sont encore mobilisés aujourd'hui et pour une durée indéterminée, notamment contre cet accord de libre-échange entre UE et Mercosur qui pourrait être conclu la semaine prochaine. Chloé Giroud, vous êtes sur place. Opération barrage filtrant ce dimanche et ce n'est pas un hasard pour ce lieu qui a été choisi. Effectivement, un lieu qui n'a pas été choisi au hasard ici, le port du Havre, puisque de très nombreuses marchandises importées de l'étranger arrivent ici par ce port du Havre avant d'être transportées à travers tout le pays. Et tout l'objectif de ces agriculteurs en s'installant ici, c'est de pouvoir justement contrôler les camions qui vont venir s'approvisionner ici en marchandises, notamment les camions réfrigérés, avant de partir, donc pouvoir les transporter. Pour le moment, c'est assez calme. Il n'y a pas énormément de camions dimanche oblige, mais ça va être un peu plus tard dans la soirée que ces camions vont arriver et que donc ces agriculteurs vont pouvoir mettre en place véritablement ce barrage filtrant. Ils nous disent qu'ils ont en ligne de mire les marchandises venues de l'étranger. Ils souhaitent arrêter ces camions, les bloquer, voire même prélever certaines palettes d'aliments importés de l'étranger. Ils sont une cinquantaine donc à tenir ce point cet après-midi. Un certain nombre d'entre eux ont passé la nuit ici et ils vont donc tenir encore jusqu'à ce soir et cette nuit avec en ligne de mire, donc je vous le disais, le contrôle et le barrage filtrant de ces camions qui vont arriver ici dans les prochaines heures. Chloé Giraud au Havre avec Corentin Guistaud. Notez que des agriculteurs envisagent ensuite de se rendre au Parlement européen à Strasbourg le 20 janvier prochain. Alors accord avec les pays du Mercosur, mais aussi doctrine d'abattage des bovins affectés par la dermatose ou encore taxation sur les engrais. Les agriculteurs sont également mobilisés du côté de l'A63 au Pays Basque autour de Bayonne. Les ultras de l'A63, comme ils se font appeler, continuent de maintenir la pression avec leur barrage installé depuis vendredi jusqu'à demain au moins. Et ils ont le soutien sur place de Jérôme Bail, emblématique leader, lui, des ultras de l'A64 venus de Haute-Garonne. Nous sommes tous agriculteurs, nous sommes aussi liés maintenant par une charte de partenariat entre les ultras de l'A64, les ultras de l'A63 et les ultras de la 51 en Isère et les petits ultras qui vont naître un peu partout puisqu'il y a beaucoup de monde. Voilà, on est là pour être solidaires, pour fédérer et amener un peu de baume au cœur à tous ces gens-là qui sont là depuis quelques jours et qui, je pense, vont repartir dans un marathon comme nous, on le fait nous. L'autre actualité de ce dimanche, c'est la galère de quelques 800 routiers sur l'autoroute A36 dans le Doubs et le territoire de Belfort. Depuis hier, leurs camions ont interdiction de rouler à cause de la neige. Décision préfectorale en vigueur jusqu'à demain. Précision, Pierre-Olivier Danton, Nicolas Droussy, Maëva Lamy. Malgré le froid, elle toque à toutes les portes. Bonjour, vous allez bien ? Café ? Ces membres de la Croix-Rouge proposent boissons chaudes et douceurs aux chauffeurs routiers. Voilà. Merci. Au total, ils sont 800 bloqués sur cette portion de l'A36 depuis hier en raison des chutes de neige. Parmi eux, Florent, en provenance d'Allemagne, obligé de dormir dans son camion. La nuit s'était bien passée, que j'ai bien dormi. Bon, j'ai l'habitude, Je me suis bien préparé à chaque fois quand je pars de la maison.
je me prépare bien. Avant de partir, je ne sais pas ce qui va se passer sur la route. Et pour la nourriture aussi, Florent a tout anticipé. Il a de quoi tenir au moins 2 semaines. C'est des repas que j'ai déjà préparés chez moi avant de prendre la route. Et il a du riz, il a de la soupe. Vous avez le petit réchaud? Et j'ai le petit réchaud. Il lui faudra encore un peu de patience. Tous les camions pourront repartir ce soir à partir de 22 h. La neige qui crée aussi des difficultés sur les sommets. Tous les massifs des Alpes sont concernés depuis vendredi par un risque fort d'avalanche de niveau 4 sur 5. Et on apprend que 2 skieurs, dont un Britannique, sont morts aujourd'hui dans 2 avalanches dans les stations savoyardes de Courchevel et de La Plagne, ce qui s'ajoute déjà aux 3 skieurs qui pratiquaient du hors-piste et qui ont perdu la vie hier. 2 dans la grande station de Val d'Isère et un autre dans la station d'Arèche-Beaufort. Météo France qui rappelle des consignes de grande prudence pour le ski hors-piste. Et on en parle avec Anne Marty, présidente des domaines skiables de France. Merci d'être en direct sur BFM TV cet après-midi. On l'a dit, un niveau d'alerte 4 sur 5, c'est une situation évidemment qui est dangereuse et qui vous inquiète. Vous avez très largement relayé ces appels à la prudence qui ont été lancés par Météo France, mais par tous les professionnels de la montagne. Malheureusement, effectivement, ils n'ont pas été suivis par un certain nombre de personnes. Alors, l'appel de la montagne est fort, on le sait, les conditions sont incroyables, il a fait beaucoup de neige et du coup, ça donne vraiment envie, mais on ne peut que relayer ces appels à la prudence. Le risque est de 4 sur 5 et malheureusement, les morts de ce week-end qui nous attristent énormément, nous rappellent que la nature a toujours raison. Et justement, la nature, on parle de ce manteau neigeux qui est instable. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Qu'est-ce qui le favorise? Alors, les hauteurs de neige, il est tombé beaucoup de neige en très peu de temps. À certains endroits, il est tombé entre 1 et 2 mètres de neige dans un laps de temps très court, avec un manteau dessous qui n'était pas prêt à recevoir ces quantités-là. Et aujourd'hui, un skieur en passant peut complètement décrocher une plaque de neige et du coup le manteau part. Et on voit des vidéos aujourd'hui, j'ai vu des vidéos sur les réseaux sociaux de skieurs qui s'en sont sortis mais qui se sont fait prendre et qui se sont fait très peur et qui ont publié en disant écoutez, je me sentais forte et je rappelle que la montagne, c'est dangereux et que les conditions aujourd'hui ne sont pas réunies pour faire du hors-piste. C'est dangereux, il faut le rappeler. Et donc, nous appelons tous à la plus grande prudence et à différer ces sorties qui sont des sorties qui sont de belles sorties, mais attendez quelques jours, que le manteau neigeux soit stabilisé, que les pisteurs secouristes et tous les professionnels de la montagne, la NENA, etc., donnent le go pour pouvoir y aller avec la plus grande sécurité, sachant que ça reste la montagne et un milieu naturel complexe. Donc la sécurité, elle n'est jamais à 100%, mais là, 4 sur 5, le risque, il est maximal. Vous dites qu'il y a une forme d'inconscience, au fond, à faire du hors-piste dans les conditions telles qu'on les connaît aujourd'hui. Oui, le risque, il est là, on le sait. Donc, les gens qui font ces choix-là, c'est des choix qui sont personnels, mais j'attire l'attention aussi de ces gens qui sont tentés d'y partir dans le fait que, en faisant ces choix-là, ils mettent aussi en difficulté les secouristes qui vont venir à leur secours. On a vu qu'un certain nombre d'entre eux étaient partis, même pas équipés de DVA. C'est vraiment de l'inconscience. C'est quoi les DVA, juste pour nos téléspectateurs? C'est des outils de détection de victimes d'avalanche, c'est-à-dire que ça émet un signal et ça permet de localiser la personne très rapidement. Quand la personne a 2 mètres de neige au-dessus d'elle, évidemment, il faut aller le plus vite possible. Parfois, les hauteurs sont moindres. Si le DVA est là et que la personne est parfaitement identifiée, qu'on sait très rapidement où elle est, eh bien, les personnes qui interviennent vont pouvoir la sortir et lui sauver la vie. Merci le beaucoup. DVA, c'est quelque chose qui sauve la vie, en fait. Merci, votre message a été entendu, Anne Marty, présidente des domaines skiables de France. On rappelle donc ce triste bilan en 2 jours à peine, 5 skieurs qui sont décédés dans les montagnes des Alpes, dans divers sommets. Pour donc cette actualité que nous continuerons de relayer. Et attention donc à ce niveau 4 sur 5 d'avalanche. Les suites de la
présent sur l'incendie meurtrier de Crans-Montana en Suisse. Les propriétaires du Constellation ont été entendus vendredi par le ministère public qui a notamment requis la détention préventive contre Jacques Moretti. On en parle avec Boris Karlamov, notre journaliste police-justice. Bonjour. Le couple attend donc la décision prochaine de ce fameux tribunal des mesures de contrainte. Quelles sont les suites judiciaires possibles? Alors, le tribunal des mesures de contrainte va devoir statuer et valider ce placement en détention qui avait été donc exigé par le ministère public à l'occasion d'une audition qui s'est déroulée vendredi dernier dans les bureaux du ministère public à Sion. Ce tribunal avait 48 heures pour rendre sa décision. L'audition ne s'est pas encore déroulée. Elle aura lieu d'ici à demain au tribunal des mesures de contrainte. Et puis, Jacques Moretti, il a aussi la possibilité d'accepter directement ce placement en détention ou de passer devant cette audition, et à savoir que la détention provisoire ne peut excéder les 3 mois. Au bout de 3 mois, cette période peut être renouvelée. Et Boris, on en sait un peu plus également sur le profil des 2 Français qui tiennent ce bar. Oui, Jacques Moretti, 49 ans, son épouse Jessica Moretti, âgée de 40 ans. Ils sont installés dans ce canton du Valais depuis les années 2000. Ils ont fait l'acquisition du bar Le Constellation en 2015. Ils ont 2 autres établissements, le Vieux Chalet sur la commune de Lens, juste à côté de Crans-Montana, et également un établissement qui se nomme le Senso. Jacques Moretti, il a été condamné dans le passé pour des faits de proxénétisme, c'était en 2008, et selon son entourage, il dirigeait un salon de massage en Suisse qui proposait des prestations sexuelles tarifiées, ce qui est légal en Suisse, sauf que selon nos informations, eh bien, il logeait aussi ses masseuses en France à l'échange de loyers, de l'argent issu donc du travail du sexe, ce qui, toujours selon l'entourage de Jacques Moretti, lui a été reproché lors de sa condamnation en 2008. Ces photos que vous voyez actuellement sur l'antenne de BFM TV, ça mérite une petite explication. Oui, absolument. Ce sont des photos de Jessica Moretti. Elles ont été prises dans le cadre de la promotion du film Le Dictateur aux côtés de Sacha Baron Cohen. C'était en plein festival de Cannes. Jessica Moretti se trouve à droite de cette image. Elle s'affiche donc dans une campagne de promotion pour ce film aux côtés de l'acteur Sacha Baron Cohen. Merci beaucoup pour ces précisions et ces derniers éléments donc, sur cette enquête. 16h41 à présent, ils partent à l'étranger. La mobilisation contre le régime des Mollahs qui atteint une ampleur inégalée depuis la révolution de 1979 à Téhéran, mais aussi dans une centaine de villes maintenant de province. Et la répression durcit aussi avec des tirs à balles réelles qui ont été dénoncés. Plus de 2600 exécutions ont déjà eu lieu. Les images en Iran sont rares à cause de la coupure d'Internet depuis 3 jours, mais une ONG affirme que près de 200 manifestants ont déjà perdu la vie. Et côté régime, écoutez le président iranien, il fustige les États-Unis et Israël qui soutiennent ce mouvement. Les États-Unis et Israël sont là, donnant des instructions à ces gens, leur disant « Allez-y, nous vous soutenons ». Ceux-là même qui ont frappé ce pays et tué nos jeunes et nos enfants leur donnent maintenant des ordres, leur disant « Faites ce travail, nous sommes avec vous. Allez commettre des actes de sabotage et nous vous soutiendrons dans l'ombre ». Chères familles, je vous demande de ne pas laisser vos jeunes enfants rejoindre les émeutiers et les terroristes qui décapitent et tuent des gens. Et au Proche-Orient, Israël affirme soutenir la lutte du peuple iranien pour la liberté. Stéphane Amar, on vous retrouve, vous êtes notre correspondant BFM TV à Jérusalem, en Israël. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou qui s'est exprimé aujourd'hui pour dénoncer la répression en cours dans le pays. C'est la répression et pour encourager explicitement les manifestants, disant qu'ils font preuve, selon lui, d'un courage exceptionnel et qu'il faut que cela aboutisse à la fin de la République islamique d'Iran. Alors pourquoi? Bien sûr, parce qu'Israël est en conflit très grave avec l'Iran depuis les années Ahmadinejad, c'est-à-dire depuis la fin des années 2000. L'Iran menace d'un anéantissement Israël, notamment par le biais de son programme nucléaire. Il y a eu des affrontements extrêmement violent. En juin dernier, on s'en souvient, cette guerre des 12 jours où Israël appelle à frapper avec le soutien des États-Unis les installations nucléaires. Et en retour, les Iraniens ont lancé plusieurs dizaines de missiles sur Israël, faisant des dizaines de morts sur le sol israélien. On parle aujourd'hui peut-être d'une nouvelle opération israélienne en Iran. Et en tout cas, on se prépare ici à une attaque iranienne car les forces de sécurité sont en état d'alerte maximale.
Merci Stéphane Amar, en direct de Jérusalem. Et en plateau avec nous, Jérôme Pellistrandi. Bonjour Général. Bonjour. Consultant défense BFM TV. On a parlé d'Israël, il y a également les États-Unis qui se sont fait entendre sur ce dossier, prêts à aider. C'est ce qu'a écrit même Donald Trump sur le réseau social X. Il dit aspirer à la liberté avec donc des options militaires qui auraient été présentées au président américain. Quelles sont-elles? On ne les connaît pas, en fait. Ouais. Mais que peuvent faire les États-Unis? Alors, d'abord, il faut bien comprendre que les États-Unis connaissent parfaitement l'organisation du pouvoir iranien. Et au mois de juin, c'était rappelé, ils ont mené des opérations contre les installations nucléaires iraniennes. Donc, ils peuvent réitérer des opérations de frappe contre les installations des gardiens de la Révolution. Alors, les gardiens de la Révolution, c'est le pilier du régime. C'est, en fait, des forces paramilitaires plus puissantes, d'ailleurs, que l'armée iranienne elle-même, et donc il pourrait en quelque sorte frapper les casernements, les postes de commandement des gardiens de la Révolution pour en fait obliger ceux-ci à arrêter la répression, parce que vous l'avez souligné, c'est une répression extrêmement violente avec donc des centaines de morts, des arrestations, et donc on est dans une montée des tensions, et donc visiblement les États-Unis avec Israël surveillent ça de très très près. Et quand l'Iran dit qu'il y aura des représailles si jamais il y avait une attaque américaine, quelles sont ses marges de manœuvre? Qu'est-ce qu'elle pourrait faire dans ce cas-là? Alors il faut savoir que en fait l'Iran dispose d'un certain nombre de missiles balistiques. Souvenez-vous, ils les ont utilisés contre Israël. Il ne faut pas oublier néanmoins que les Américains ont des bases militaires dans la région, en Arabie Saoudite, au Qatar. Et donc, les Iraniens pourraient être tentés de frapper ces pas non plus la navigation dans le golfe arabo-persique, notamment les pétroliers. Et donc, le prix du baril a déjà pris 2% depuis 48 heures. Donc, extrême tension parce que, oui, il faut rappeler que l'Iran, c'est quand même 90 millions d'habitants. C'est un beaucoup plus gros morceau que le Venezuela de la semaine dernière avec Maduro. Et il y a également Reza Pahlavi, le fils de l'ancien Shah d'Iran, qui s'exprime beaucoup, qui appelle tous les jours les manifestants à continuer de battre le pavé. Il dit qu'il sera bientôt auprès d'eux. Quel rôle il a à jouer dans tout ça? C'est compliqué parce que les Iraniens ne gardent pas forcément un bon souvenir de son père, le Shah d'Iran. Et donc, il est une des figures de l'opposition, mais de là à incarner l'opposition et une alternance, en quelque sorte, une alternative au régime des mollahs, il faut rester très prudent. Lui-même n'a pas d'ambition politique particulière. En tout cas, il dit qu'il est prêt à participer à une transition. En tout cas, il ne réclame pas, en quelque sorte, le retour au passé que son père avait connu. Il ne dit pas « je suis le prochain Shah d'Iran » et donc il reste prudent, mais soutient bien sûr les manifestants. Merci Général pour ces précisions. 16h47, on parle dopage à présent. Depuis 2006, l'agence de lutte contre le dopage mène des contrôles dans toute la France pour veiller à ce que les sportifs restent propres. Les agents qui doivent être parés à toute éventualité et qui s'y entraînent tout au long de l'année. Nous les avons suivis dans une de leurs formations. On voit ça avec Clément Cression. Non, vous ne connaissez pas votre travail, il n'y avait rien à la ligne d'arrivée. Moi, de toute façon, je ne discute pas avec vous, je vais voir mon directeur sportif, on verra après. Non, c'est avec moi que vous allez discuter. Madame, vous ne pouvez pas partir comme ça. Cette scène n'a pas lieu dans les couloirs d'un stade ou d'un dojo, mais à l'INSEP, l'Institut national du sport, à l'occasion d'une formation de l'Agence française de lutte contre le dopage, l'AFLD. Le but de cet exercice, c'est de nous mettre en situation, dans des situations un petit peu particulières. Heureusement qu'on ne rencontre pas trop souvent, mais pour pouvoir finalement être plus à l'aise et plus au fait de nos possibilités d'action, le cas échéant. Les agents doivent apprendre à gérer le cas d'une personne qui voudrait se soustraire à un contrôle lors d'une compétition. Après une grosse performance ou au contraire un échec, un sportif peut connaître un manque de lucidité qui conduit à des réactions irrationnelles. Alors que les émotions sont exacerbées, les contrôleurs doivent avant tout faire appel à l'humain. Des cas difficiles, mais qui restent rares. Dans les faits, 99% des sportifs n'auront rien à se reprocher. C'est important de ne pas aborder notre mission comme une mission de shérif et de ne pas être là vraiment comme la police, c'est-à-dire qu'on est là comme vraiment un accompagnant. Le contrôle antidopage sert en effet à valider une performance sportive et à laver de tout soupçon. Ce n'est pas qu'une contrainte et il suffit parfois de changer de prisme pour en voir le bon côté. Quand on est contrôlé, on peut le voir aussi comme j'ai atteint un certain niveau,
qui suscite un intérêt pour vérifier mes performances. Et donc oui, c'est une sorte de reconnaissance. On l'observe chez les sportifs, d'ailleurs, dès qu'ils n'ont plus de contrôle ou qu'ils sortent d'un groupe de suivi, certains se disent « mais je suis encore là, je suis performant, vous pouvez venir me tester ». Mais si les méthodes classiques ne fonctionnent pas et qu'un athlète décide malgré tout de se dérober, la FLD peut user de la manière forte. Les contrôles antidopage étant obligatoires, tout manquement peut être sanctionné. Un sportif qui ne se soumet pas à un contrôle s'expose à une amende et à une suspension qui est de 4 années. Avec 160 agents sur tout le territoire, la FLD a procédé à des dépistages dans 114 disciplines différentes en 2025. Et l'institution ne compte pas s'arrêter là, puisqu'elle fêtera ses 20 ans la saison prochaine. Restez avec nous, dans un instant nous reviendrons sur ce week-end meurtrier dans les Alpes avec 2 nouvelles victimes recensées dans des avalanches aujourd'hui à Courchevel et à La Plagne. Hier, 3 skieurs avaient déjà été tués en faisant du hors-piste dans différents massifs. Prudence maximale donc. 6 avalanches ont été signalées rien que ce matin dans le département de la Savoie.